podcast Studio Dilettante. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. La République, c'est moi. Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses. Rangez vos discours de rageux. Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vulgarisait, dois-je dire, au futur, au passé proche. Moi, je suis pas prof de français. Je ne sais pas, mais en tout cas qui vulgarise la politique. Voilà, toutes les semaines avec mon camarade Nemo, on essayait d'expliquer la politique, la droite, la gauche, c'est quoi un président, c'est quoi un ministre de l'Intérieur, avec des mots simples, sans se prendre la tête et en essayant en tout cas de prendre le moins parti possible. Même si ça a été dur, puisque, voilà, si vous nous rejoignez maintenant, c'est quand même pas de chance que c'est la dernière de Restons Polis. Asseyez-vous, hein. Voilà, on va profiter de la dernière pour faire un peu le bilan et peut-être se remémorer les grands moments de Restons Polis. Et comme toutes les semaines, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo. Salut Adrien. On part un petit peu sur un échec, les gens ne sont pas allés voter. Non, ils sont pas allés voter. Alors, est-ce qu'on les engueule, nous aussi? Non. Mais en tout cas, ils ont été vachement nombreux et nombreuses. Et ça fait chaud au cœur. Et donc, du coup, cette émission, c'est un peu pour les remercier aussi de leur présence. Nemo, donc du coup... Parce que moi, j'ai rien préparé. Regardez. Ouais, moi, j'ai un petit... parce qu'on est sur Twitch. On est sur Twitch. Alors, aussi un truc, une des expériences, on y reviendra peut-être sur notre truc. Ouais. J'ai pris mes petites notes. Alors là, ça se voit pas, la webcam, mais... Voilà. Parce qu'Adrien, c'est celui qui prend des notes et moi, je viens sans notes. Alors que t'avais dit que tu préparais à fond cette émission. Alors non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Alors si, t'as dit il faut qu'on se prépare. Ah oui, non, je la prépare. Ah oui, d'accord, ok. Ce que je veux dire, c'est que je la prépare, mais je viens sans notes, je veux dire. Quand j'arrive à Restons Polis, je sais pas encore exactement ce que je vais dire. Hein. Ouais, mais t'as préparé. Un peu. Ça dépend des émissions, en vrai. Le Concordat, par exemple, oui, parce que j'y connaissais rien avant. Mais tu me dis, on fait l'émission sur l'Assemblée nationale, je pense que c'est bon, j'ai rien à... Ouais, là, t'étais easy. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, c'est dès que tu parles des institutions, en général, ça va. Je suis pas Jean Massier, hein, mais non plus... Alors, refaisons un petit peu refaisons un petit peu... Comment ça a commencé à Restons Polis? On était au resto, je crois. Oui, on était dans une crêperie. Oui, on était dans une crêperie... alors, attends, non, c'était pas chez Pépé? Je ne sais plus. En fait, je sais que c'est toi qui m'as demandé. Ouais, oui. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. C'est toi qui raccroche. Alors en fait, oui, moi c'est parti en fait d'une... donc ça faisait 5-6 ans que j'animais Ludologie, donc qui était un podcast qui faisait en fait le pont entre les jeux et les sciences humaines, souvent en tout cas. Et donc j'avais envie de passer à autre chose, de trouver un format court, intéressant. Et en fait, à cette époque-là, j'étais très déçu de l'offre radiophonique et podcastique au niveau de la politique. Parce que, en fait, je trouvais déjà que les partis pris étaient quand même bien tirés par les cheveux. Engagés et plutôt avec des positions que je trouvais outrancières, dans un sens comme dans un autre d'ailleurs, hein, à gauche comme à droite. Ouais, il y avait des podcasts de série. Ah, il y en a, non. Enfin, en fait, les seuls podcasts de politique que tu trouvais, c'était soit de gauchistes dans un garage, ou alors des rediffs de radio. Et en fait, c'est dommage pour un média aussi populaire, enfin, dans le sens, les gens qui écoutent la radio, qui écoutent des podcasts, d'avoir déjà des partis pris qui biaisent totalement une partie de l'information, et aussi qui n'expliquent pas en fait les termes et un peu du coup la construction de leur pensée. Et donc du coup j'ai eu l'idée de faire un podcast donc de vulgarisation de la politique. On avait déjà pas mal discuté politique toi et moi. Eh bien, j'ai voulu te proposer. Alors, la seule condition en fait que j'avais, c'était un peu ce parti pris de la vulgarisation et le parti pris du format court. Parce que en fait j'en avais marre des podcasts longs, voilà, tout simplement. Donc ouais, le parti pris c'était d'avoir un format court, 15-20 minutes, en fait un truc qui puisse m'occuper, si moi j'écoutais ce podcast là, qui puisse m'occuper dans les transports en commun, parce que j'avais en gros 15-20 minutes de transport en commun, et voilà, l'idée c'était d'avoir son petit shot de politique dès le matin. Donc c'était ça le parti pris, c'est là où je t'ai proposé. On est très vite tombé d'accord sur le format là-dessus, et c'est toi qui as eu l'idée du nom. En gros, je me souviens, tu avais proposé quasiment du tac au tac, Restons Polis. Oui. Et je t'ai dit... peut-être pas du tac au tac, mais il y a eu 5 minutes. Il y a eu 5 minutes à tout casser, et en fait, je me suis dit, ok, je vais me donner l'été pour trouver mieux, et j'ai jamais trouvé mieux. Ouais.
Voilà. Bon, en plus, j'étais en mode, il est bien quand même. Ouais, je me rappelle. Je faisais pas de chantage émotionnel, mais c'était genre... C'est genre, alors Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais en fait, j'aimais bien ce nom. J'aimais vraiment bien ce nom, à tel point que je l'ai gardé, d'ailleurs, puisqu'on a acheté le nom de domaine restonspoli.com. Et du coup, moi, je parle un peu de la suite pour le coup, mais je vais garder un blog qui va s'appeler donc nemo.restonspoli.com, qui du coup sera un blog engagé, mais je vais garder le nom, en fait. Ce sera, en gros, c'est marqué le blog politique de Nemo, le sous-titre, c'est Restons Polis. Donc voilà, c'est une sorte de prolongation à ce projet-là. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand je suis arrivé avec ce projet de... Alors, en fait, j'ai été très surpris, parce que c'est con, mais on n'était jamais venu me chercher. En fait, quand j'ai toujours monté mes émissions, mes podcasts, etc., c'est toujours moi qui ai eu l'idée, qui les ai montés, etc. Un peu en chef de projet, alors que dans la vie, je suis pas du tout, dans la vie professionnelle, je suis pas du tout un chef de projet. Et du coup, c'est la première fois qu'on venait me chercher, mais ça, c'est un peu la même façon dont on s'est rencontrés. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés dans un café débat à propos de jeux vidéo. Et c'était toi qui es venu me voir, en fait, en mode, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais du coup, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Alors évidemment, tu me demandes de parler de politique, il n'y a aucun problème. C'est genre quand tu veux, où tu veux, du moment que je suis pas trop claqué, quoi. Et du coup, après, moi, j'étais en mode, oui. C'était... voilà. Et puis bon, j'ai plus vraiment de souvenirs de... En fait, ce qui est assez dingue avec Restons Polis, c'est qu'on n'a jamais été trop en désaccord. Non. Que ce soit sur le format, les sujets, etc. C'est toujours été dans le consensus. Donc, j'ai pas un souvenir à un moment donné... Il n'y a pas eu de prise de tête, il n'y a même pas eu il y a toujours eu des moments donnés où on n'est pas trop d'accord sur les sujets, mais franchement, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard. Un coup, c'était l'un qui cédait, un coup, c'était l'autre, et puis on se mettait d'accord. Et je sais même plus comment est né le format. En fait, je crois que c'est toi qui arrives avec le format. Je suis arrivé avec le format. Voilà, et du coup, moi, j'ai suivi, quoi. Mais un peu comme dans les émissions, c'est-à-dire que toi, tu arrives un peu avec le sujet, avec les questions, et moi, je suis et je réponds. C'est ça. Parce que moi, je suis à domicile, un peu, en quelque sorte. Quand je disais que je préparais pas tout à l'heure, c'est que la politique, moi, je suis un peu à domicile. Après, j'ai mis beaucoup de temps, personnellement, à me rendre compte que j'avais un niveau à ce niveau-là, que j'avais des connaissances plutôt à ce niveau-là. Mais moi, j'ai même pas de souvenir de comment ça s'est construit parce que c'était fluide. Et c'est même pas un propos genre c'est la fin, on s'aime tous, etc. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. C'est très vrai. Là où moi j'avais cette volonté de vulgarisation, donc du coup, l'idée c'est ok, je sais des trucs que j'ai lus dans les journaux, mais je veux vérifier. Donc effectivement, je préparais un peu plus de façon scolaire. D'où le côté question-réponse en fait qui est venu parce que j'avais cette intention de vulgarisation. Après, c'était question-réponse, mais ça restait un dialogue. Parce qu'après, on n'était pas là pour faire en mode on fait un exposé devant les gens, etc. D'ailleurs, ça se sent parce que dans le montage, je crois que tu coupes pas les blancs, les trucs comme ça, les machins. Il n'y avait pas la vocation de... fallait faire quelque chose de propre, d'accessible, mais fallait que ça reste une discussion. Alors il y avait très peu de digressions au vu du temps, c'est aussi pour ça que le temps court est pratique, c'est qu'il y a peu de digressions, en fait j'ai vraiment souvenir de ce truc, ça a été Restons Polis, ça a été en flow, et puis au bout d'un moment quand le flow était plus là, on arrête quoi, tout simplement. C'est assez bizarre comme expérience, on a l'impression que c'est parfait, mais j'ai pas souvenir que, en tout cas en termes d'organisation, pas de contenu, on a eu des gros soucis, quoi. Je sais que en fait, alors, faut savoir que, donc, les Restons Polis, j'avais calculé ça, donc, pourquoi 15-20 minutes? Parce qu'en gros, en 1 heure, vous aviez 1 mois d'émission dans la poche. Et en fait, voilà, c'est que moi, mon but, c'était d'optimiser le temps pour pas passer trop de temps à faire du montage, comme je faisais sur les ludologies, qui pouvaient durer jusqu'à 2 heures. Enfin, même 3, je crois qu'on a fait. Alors, oui, parce que si vous faites pas de podcast, sachez-le, le montage, c'est toujours le truc, c'est la corvée. C'est vraiment la corvée, c'est le truc qui prend du temps. Et quand vous entendez une émission qui fait 1 heure, en général, dans le montage, il y en a bien plus, quoi. Ouais, voilà. Alors après, avec le temps, en gros, c'est que pour 1 heure de montage, enfin pour 1 heure d'émission, vous avez 1 heure de montage, globalement. Si vous êtes bon. Et en fait, les Restons Polis, c'était ça. C'est que, en fait, en 1 heure d'enregistrement, en 1 heure de montage, j'avais 1 mois de... Et j'ai fait le calcul, c'est que globalement... Alors après, il y a la mise en ligne, etc. Mais oui, je passais pas plus d'1 heure. Après, le truc, c'est que la politique, ça reste aussi un sujet... c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des formats courts. C'est pas facile de parler de politique pour beaucoup de gens parce que ça suppose de montrer l'engagement. Et je veux dire, le truc le plus... On n'a jamais eu de conflit, de ce soit entre nous ou à l'extérieur même. Je veux dire que cette émission, on l'a jamais vraiment vendue à l'extérieur non plus. Là, le truc le plus grave qu'on a eu, c'est que j'ai dû bannir un troll FN à l'instant sur Twitch. On a eu aussi un mec, un journaliste spécialisé de l'Europe qui nous est rentré dedans, mais il nous a jamais expliqué pourquoi. Oui. Non, mais après, oui, voilà, effectivement. Après, c'est vrai que cette émission, elle est pas comment dire, exempte de défaut. C'est comme on fait du 15-20 minutes, forcément, on raccourcit les choses, on faisait vraiment des raccourcis. Et même moi au début, j'étais en mode raccourcis, ça m'emmerde, mais au final, t'as pas le choix, quoi. Et moi, je veux dire, une de mes principales sources, bizarrement, de réflexion, c'est ce que je faisais quand il y avait une émission, j'allais toujours consulter la fiche Wikipédia. Ouais, ça, on l'a fait très vite. Mais
c'est super pratique en fait. Ah ouais. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, Wikipédia pour moi c'était oui, alors il va y avoir un début de réflexion, etc. Et quand tu regardes les fiches Wikipédia sur le libéralisme, sur le socialisme, sur l'anarchisme, ou même sur certaines personnalités, je veux dire, t'as pas besoin vraiment de regarder ailleurs. Alors après, oui, les universitaires, le prof pourrait nous dire oui, mais fais attention à ce qui a marqué sur Wikipédia. Mais bon, on n'était pas une thèse ou quoi que ce soit. Et généralement, les pages Wikipédia, quand elles sont un peu en bordel, c'est labellisé, etc. Là, il y avait sur l'Assemblée nationale, sur l'Union européenne, l'ONU, effectivement, les fiches sont bien faites. Moi, il y avait Wikipédia et YouTube. Ouais, YouTube, ouais. Après, YouTube, ouais, ça suppose de se regarder des... mais après, le truc, c'est que moi, je fonctionne un peu différemment, je pense, de toi là-dessus. C'est que moi, la politique, c'est tous les jours, en fait. Moi aussi, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment ma revue de presse quotidienne. Je regarde Le Monde le matin. Enfin, je veux dire, la blague dans comment ça s'appelait Amour, gloire et débat d'idées, qui est une série parodique des années 90 sur le monde politique, qui disait, où t'avais un mec qui disait, mais tu lis pas Le Monde? Et moi, si, je le lis, en fait, Le Monde, effectivement. Et au bout d'un moment, il y a des choses qui s'emboîtent, etc. Plus après, voilà, quand tu regardes ça depuis des années, il y a des choses qui deviennent un peu évidentes, quoi. Ouais, mais justement, je sais que Restons Polis m'a obligé à rationaliser ma veille politique. Je l'avais déjà, en fait, j'ai écouté la radio, mais c'est juste que je me suis forcé, par exemple, à écouter des matinales politiques, des interviews, etc. C'est pas ouf, hein, en vrai. Non, c'est pas ouf. En France, j'ai pas encore écouté vraiment France Culture assez pour avoir un avis. Le billet politique de Frédéric Seyss, c'est le meilleur. Oui, d'ailleurs, il était... Alors, puisqu'on va faire un coucou à Frédéric Seyss, j'étais très surpris, mais il était sur France 2 pour le deuxième tour des régionales, en fin d'émission. Ils avaient un éditorialiste politique, et c'était Frédéric Seyss, ce qui m'a beaucoup surpris, parce qu'en général, ils prennent voilà, Le Point, machin, Christophe Barbier, tout ça, quoi. Enfin bref, pour le coup, eux aussi, ils sont peut-être dit, il faut qu'on renouvelle le personnel. Mais voilà, mais par exemple... malgré toute l'estime que j'ai pour Thomas Legrand, je trouve qu'il ronronne, hein, vraiment, il ronronne un peu, et c'est rare, ça arrive encore, mais c'est rare les moments où il arrive à trouver vraiment le petit truc, la petite perle, et surtout, moi qui suis un adepte de France Inter depuis mes 18 ans, la matinale de France Inter, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que Patrick Cohen, mais autant quand ils sont revenus, Léa Salamé et comment il s'appelle, Nicolas Demorand, ça allait, mais depuis le confinement, le retour de confinement, c'est une catastrophe, hein, la matinale de France Inter. Vraiment, en termes d'interview, Léa Salamé, elle est aux fraises, et Demorand, c'est pas vraiment mieux, donc voilà. Mais du coup, voilà, ce genre de truc, moi, restons polis, entre autres, ça m'a appris à faire du ménage un peu là-dedans et à pas m'enfermer dans cette interview politique du matin, etc., et à aller lire autre chose. Moi, j'ai beaucoup switché au fur et à mesure des temps, c'est-à-dire que je suis passé de ce genre de médias à des trucs du média vraiment internet, c'est-à-dire les jours, Mediapart, le site du Monde, le site de Libé, etc. Ouais. Et aussi, j'ai un abonnement sur une plateforme qui s'appelle ePress, qui permet d'avoir quasiment énormément de quotidiens, de magazines, etc. Donc ouais, pour en revenir à Restons Polis, c'est vrai que c'est un peu un condensé en un quart d'heure, 20 minutes de ce que tu as appris à ce moment-là. Et surtout, tu te dis, putain, si j'ai qu'un quart d'heure avec quelqu'un, genre t'as rendez-vous à un café avec quelqu'un, c'est comment tu lui pitches le truc en 15-20 minutes et tu réponds à ses questions. Et oui, c'est très vrai. En source, en média, pour faire sa veille, ouais, Frédéric Seyss, son billet politique et celui de son Joker sont plutôt bons. Thomas Legrand, c'est de plus en plus rare qui sonne juste. Il y avait sa série sur Charles de Gaulle qui était pas mal. J'ai pas osé écouter. En fait, j'avoue que comme j'écoute Thomas Legrand tous les matins, on m'en tapait en podcast après. C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai écouté. Alors, tout n'est pas bon, mais la bonne moitié est plutôt chouette. En fait, il y a aussi Mathieu Croissando qui est le chroniqueur politique de BFM, politique première, et vraiment. Alors, de temps en temps, il a son petit discours très, très à droite BFMien classique, mais souvent, il rebat un peu les cartes de façon équitable et ça fait plaisir. Quoi. Ouais, alors après, moi, j'avoue, bon, là, on dérive un peu, mais BFM, moi, j'ai un discours largement moins critique. En fait, j'ai l'impression d'avoir un discours sur BFM et notamment aussi sur Cyril Hanouna, d'avoir un discours beaucoup moins critique que ce qu'on entend en général quand on fait quand on parle politique sur Internet. C'est-à-dire que BFM et Hanouna, c'est vraiment les ennemis, les trucs à pas faire, etc. D'ailleurs, Mister JD a sorti toute une vidéo avec Usul sur ils ont regardé BFM pendant 24 heures d'affilée. Putain. C'était en février avant le Covid, c'est genre le Covid arrivait et tout, enfin février 2020. Et je trouvais qu'effectivement BFM a ses défauts, mais pendant
deuxième ou le troisième confinement, je m'y perds. Je me suis fixé un peu un défi de regarder un peu les chaînes de télé en continu pour voir ce qu'il y avait. Alors, je les regardais pas 24 heures sur 24 non plus, mais genre, un soir, je regardais LCI, un soir, je regardais CNews, un soir, je regardais France Info, et un soir, je regardais BFM. Et moi, je suis désolé, mais quand je regarde l'offre, BFM, c'est vraiment le truc qui sort du lot. Je veux dire, CNews, c'est une catastrophe, mais vraiment, hein. C'est, en dehors des trucs de fond, je veux dire, essayer de regarder une émission de Pascal Praud, ou avec Éric Zemmour, mais on se fait chier, quoi. C'est vraiment... C'est des gens qui sont d'accord sur tout et qui râlent, voilà, H24. Ouais. LCI, ça dépend vraiment des moments. Pujadas, il a ses moments, on va dire, il a ses moments avec et ses moments sans. Et surtout, il continue d'inviter André Berkoff, alors que ce mec devrait être grillé depuis bien longtemps. Est-ce que tu peux rappeler qui est André Berkoff ? André Berkoff est un polémiste d'extrême droite qui exerce sur Sud Radio et qui a notamment été un des Trumpistes français, qui invitait ce qu'on appelait les rassuristes à l'époque, qui a été très, très, très... il n'est pas complotiste, mais, parce que c'est le mot à mode, mais voilà, il est... C'est un relativiste absolu qui dit non mais c'est pas si grave Trump, alors que bon, Trump a fait les morts. Peut-être qu'il a pas vraiment perdu, enfin tu vois, on en est... Mais sans le dire vraiment, du coup il garde son rond de serviette, quoi. C'est Finkelkraut sans la colère, quoi. Mais et puis bah voilà, mais elle-ci, ça dépend vraiment des moments en fait. Et par contre BFM a sa ligne éditoriale, mais ouais, comme tu disais, BFM, c'est difficile, il y a des moments sans et des moments avec aussi, mais globalement, ça se tient. Moi, je trouve que ça se tient. Et France Info est probablement la chaîne la plus sérieuse, mais je suis désolé, c'est chiant comme la mort. Hein. Je veux dire, la radio, ça va encore, mais quand vous tombez sur des émissions, genre les informés de France Info, mais quelle catastrophe! Au secours. Mais qui sont ces gens? C'est impressionnant. Je veux dire, à la suite des premiers tours des régionales, là où on s'était pris l'abstention dans la gueule, les mecs en étaient à analyser les conséquences politiques du scrutin. Mais alors que 60% des votants n'ont pas voté, quoi. Mais voilà, donc pour en revenir à Restons Polis, voilà, ça sert à aussi, moi ça m'a servi à pas mal aussi à essayer de voir un petit peu ce que faisaient les autres et essayer de parfaire les erreurs et de parfaire la même chose. Alors on a évoqué un peu le projet. Le projet. En réalisation, en réalité, qu'est-ce que ça a donné ? Alors ça a donné quelque chose qui est imparfait, mais je pense, en tout cas, moi, je suis plutôt content de ce qu'on a fait avec Restons Polis. Disons que... alors, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais c'est de l'imparfait du subjectif. Non, mais c'est vrai que c'est imparfait, mais du coup, comme nous, on est dedans, le subjectif est total. Ouais. De toute façon, il aurait été difficile de faire une émission parfaite. En fait, moi, je sais pas, c'est très difficile d'avoir un avis sur Restons Polis, l'ayant fait, et sortant de 2 ans avec 75 numéros, et j'ai envie de dire, c'est aux gens de nous dire si c'est bien ou pas. Alors moi, j'ai jamais eu vraiment de réaction en direct, à part dire que c'était bien. Mais pas c'était bien, c'est poli, quoi. Vraiment des gens qui écoutaient, qui trouvaient ça vraiment bien et qui n'avaient pas grand chose à en dire dessus. Mais en même temps, je peux comprendre que c'est difficile de faire un retour sur une émission qui fait 15 minutes, quoi. À part si tu chopes une erreur, un truc comme ça, mais voilà. Donc voilà, c'est plus à vous qu'on posera la question, quoi, pour le coup. Non, je sais que j'ai eu quelques réactions en direct. Par exemple, je sais que quand on a fait une émission sur les extrêmes, on m'a dit oui, mais enfin les extrêmes, en fait, par exemple, est-ce que la politique macroniste des fois n'est pas extrême ? Et effectivement, j'étais un peu pris à défaut. C'est l'extrême centre. Et puis même le fait, par exemple, je sais pas moi, d'envoyer les flics et avec tous les blessés, toutes les blessures qu'on connaît. Est-ce que ça, c'est pas extrême ? Et effectivement, c'est plutôt un retour juste. Pareil là sur comment dire. Alors pour le coup, là c'est en positif. Je sais que quand on a fait celui sur les médias. Quand on a précisé que les éditorialistes sont des journalistes, mais c'est une catégorie de journalistes qui est un petit peu à part. On c'est les plus visibles, quoi. Ouais, c'est les plus visibles. Et effectivement, on m'a dit, tiens, ça c'est chouette que vous avez précisé, parce que on le sait pas en fait, et on nous le présente pas en fait. C'est-à-dire en fait, c'est facile pour Christophe Barbier de dire des conneries sur un plateau, mais après c'est le mec de BFM qui se rend sur le lieu de l'événement qui va se prendre les choses. En fait, c'est-à-dire que ils parlent, mais ils se prennent pas le retour. En fait, c'est un peu comme les politiques haut placés, quoi, qui parlent et qui se prennent pas le retour, alors que c'est les fonctionnaires ou les gens des ministères qui vont devoir gérer le problème, quoi. Mais tu parlais de quoi juste avant sur les extrêmes. Oui, moi c'est un truc, alors on n'a pas eu le temps d'en parler dans cette émission, mais c'est quelque chose que je vois de plus en plus, parce que moi je suis beaucoup sur Twitter. Alors je sais, Twitter n'est pas la France, Twitter n'est pas le monde, etc. Mais Twitter, quand tu veux analyser le monde politique, t'as pas le choix, t'as besoin d'y être. Parce que beaucoup de décideurs sont là-bas. Et que moi j'adore ce format. J'adore Twitter, vraiment. Je sais que beaucoup de gens conchient Twitter du fond de leur âme, mais moi j'aime bien ce format parce que ça permet de discuter avec des gens ou de voir ce que pensent des gens vraiment en direct. C'est-à-dire que sur Twitter, tu vois vraiment
à quel point des gens comme Raphaël Enthoven sont une vraie arnaque, quoi. C'est-à-dire que tu peux les entendre bien parler à la télé, mais alors sur Twitter, tu vois concrètement ce qu'ils pensent, et c'est pas très joli en vrai, Enthoven. Mais pour en revenir à ça, je trouve qu'il y a un profil, et c'est là que j'en viens à Enthoven, qui existe de plus en plus, que c'est vraiment l'extrême centriste, c'est-à-dire qu'on a des gens c'est toujours le même genre de profil. Ces gens, au début, ça commence entre ni France Insoumise ni Front National, puis ça vient à soutien aux forces de l'ordre, puis c'est je suis Charlie, puis après c'est républicain laïque, etc. On a tous une mouvance là qui doit pas. Je sais pas combien elle pèse électoralement en vrai, mais tout autour du printemps républicain, qui allie vraiment les laïcards extrémistes, et qui sont devenus, en gros, qui sont les centristes, qui sont des gens qui généralement étaient plutôt du côté du PS, et qui depuis que on est rentré dans le dur, ont clairement choisi une ligne qui est vraiment d'extrême centrisme, c'est-à-dire qu'ils prennent le mot république, ils prennent le mot laïcité, et ça devient l'excuse pour tout et n'importe quoi. Puis comme on l'a vu dans Restons Polis, des interprétations très particulières, très centrées de république et de laïcité. Je crois qu'on a déjà utilisé le terme dans une émission, c'est le dog whistle. Ce qu'on peut rappeler pour ceux qui ont pas... Ouais, voilà, j'ai toujours du mal à définir ce mot en français, parce que ça veut dire appeau à chien, en fait. En gros, il faut imaginer que le dog whistle, c'est une façon de dire les choses sans dire les choses. C'est un clin d'œil à ton électorat, tout en étant très correct dans ta façon de t'exprimer. Par exemple, je crois qu'aux États-Unis, c'était de dire que, par exemple, tu soutenais les gens qui travaillaient. C'était une manière de dire que tu n'étais pas pour les Noirs. Et aujourd'hui, t'as beaucoup de gens, ils utilisent le mot république et le mot laïcité pour dire j'aime pas les musulmans ou j'aime pas la gauche. Parce que, voilà, machin, t'es anti-républicain, t'es des trucs comme ça. On en arrive vraiment à des délires de gens qui à la base appartiennent à une mouvance centriste, donc plutôt modérée. Mais depuis que la France s'est pris les attaques de Charlie Hebdo, les attaques terroristes et tous les débats lancés par Manuel Valls et toute sa clique, et bien du coup ce sont des gens qui se sont vraiment radicalisés sur Internet, si j'ose dire. Mais c'est vraiment... Mais moi ça m'effraie en fait. Ah oui, non, c'est effrayant. C'est m'effraie parce que ces gens ne sont plus capables d'entendre un discours de gauche. Mais c'est vraiment ça en fait. C'est à la limite qu'ils soient pas d'accord, c'est pas un problème. On l'a toujours dit dans cette émission. Ne pas être d'accord, c'est jamais un problème. Mais ne plus pouvoir entendre un discours, c'est quand même grave quoi. Et c'est un peu, c'est aussi pour ça qu'on est un peu revenu sur nous la base de la base, c'est que au bout d'un moment, qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de refus de discours? Et il y a pareil de l'autre côté. Oui, c'est marrant que moi je voulais évoquer ça un peu dans dans la vision. J'allais poser la question de la vision. Quelle est ta vision de la politique avant Restons Polis et maintenant. Et en fait, moi, je constate que quand on a commencé Restons Polis, on découvrait un peu la Macronie, c'était un petit peu nouveau. Et là, maintenant, on voit qu'on arrive dans une ère du mépris qui est du côté de la Macronie, mais aussi de l'autre, de tous, que ce soit extrême gauche, extrême droite, droite modérée, gauche modérée. Et en fait, tout le monde se méprise. Il y a vraiment un irrespect quand on voit comment les politiques se traitent comme des putois. Et puis après, au second tour, on essaie de se rabibocher parce qu'il y a une alliance à faire. C'est un petit peu déprimant, mais de ça sortira des choses qui vont être intéressantes politiquement, parce qu'il va y avoir des choix qui vont être faits, des choix radicaux. Et c'est bien aussi des fois de poser à plat ces dissensions pour savoir en fait comment on se positionne. Parce que, en fait, choisir, c'est renoncer, et justement, là, la question à se poser. Et pour en revenir à Restons Polis, c'est ce qu'on a voulu faire à la base. Alors pour moi, tu parlais de projet. Pour moi, le projet le plus intéressant, c'était de donner les clés de compréhension. Parce que moi, il n'y a rien qui m'horripile plus que je sois d'accord avec la personne ou que je sois pas d'accord, que la personne me sorte des clichés ou des trucs faux ou des trucs comme ça. Moi, le premier réflexe que je dis, c'est de corriger. Et du coup, tu passes pour le prof, tu passes pour le mec, voilà. Mais quand tu sais et que tu sais que c'est faux, en fait, c'est extrêmement compliqué de pas intervenir. Et du coup, tu te dis, bah oui, mais en France, on n'a pas d'éducation civique. Je suis désolé, moi quand j'ai été... Alors, ça fait longtemps que je suis plus au lycée, mais j'en ai pas eu, moi, d'éducation civique. J'ai appris comment fonctionnait l'éducation nationale, parce que je me faisais chier dans un stage, et que le seul site qui était accessible, c'était l'Assemblée nationale, le Sénat, le journal officiel, et genre Le Figaro, et voilà, des trucs comme ça. Donc, et j'ai lu les comptes rendus de l'Assemblée nationale. Je me suis fait des 2 mois de comptes rendus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et j'ai trouvé ça... Alors évidemment, heureusement que c'est tombé sur moi, parce que moi j'ai trouvé ça génial. Mais, et le truc, c'est que je me suis aperçu, mais en France, on n'a pas de culture comme ça. J'ai écouté l'émission de Jean Massier, Backseat, qu'il a lancé, où il a balancé une info qui est passée un peu comme ça, mais 9 personnes sur 10 en France votent comme leurs parents. La reproduction politique, c'est vraiment ça, quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait, avec cette émission, donner les clés pour que vous puissiez comprendre. C'est pas grave de voter comme ses parents, c'est vraiment pas grave du tout. Mais au moins, faites-le en connaissance de cause. Et c'est un truc qu'on a beaucoup dit, allez lire les textes, ou même regarder la page Wikipédia. C'est pas si compliqué que ça, en réalité. On l'a fait, on a fait la Constitution pendant 3 épisodes.
honnêtement, la Constitution française, c'est vraiment pas la plus dure du monde à lire. Mais voilà, et c'est un peu, pour moi, c'est un peu l'objectif au fur et à mesure de l'émission. Quand j'ai commencé, je savais pas trop où on allait aller, mais de plus en plus, je me suis dit, c'est important d'aller vers ça, quoi. Ouais, il y avait cet aspect très vite, clé de compréhension. D'ailleurs, je trouve qu'on termine au bon moment parce qu'on est du coup on a assez peu de sujets qui nous restent et en fait c'est que du coup on en devient jargonnant à dire non mais ce terme-là on l'a déjà défini dans une précédente émission et ce qui est la chose à ne pas faire quand tu fais de la pédagogie quoi. Il faut à chaque fois tout expliquer, c'est pour ça qu'il y a notamment au début et moins vers la fin, c'est peut-être mon défaut. Je te disais attends, est-ce que tu peux m'expliquer qui c'est machin. Oui, et puis moi effectivement parce que moi comme je suis dedans en permanence c'est très compliqué de savoir ce qui est accessible, ce qui est pas accessible. Puis si tu commences à expliquer tout, t'as l'impression que tu prends les gens pour des cons et si tu expliques rien, t'as l'impression que tu te prends pas pour n'importe qui. Donc alors que n'importe qui peut faire de la politique, enfin peut en parler, Ratatouille tout ça. Donc le projet. Alors moi mon regard sur les 15 minutes on les a rarement respectés. On a plus fait du 20 minutes. Ça par contre on a plutôt respecté les 20 minutes. On a fait beaucoup de vulgarisation je trouve au début et puis vers la fin il était temps que ça se termine je pense. Oui. Et c'est bien, je trouve qu'on s'arrête au bon moment. Maintenant je voulais passer à un autre truc, c'est avant de voir un peu l'évolution, de commencer par qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Quel sujet on n'a pas été bon ? Marine Le Pen, clairement, la première émission Donald Trump, etc. On n'a pas été bon, je vais être cash, on n'a pas été bon avec les gens qu'on n'aime pas. Oui, c'est vrai. Mais c'est extrêmement difficile de parler des gens qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, et le pire c'est que je pense que je réenregistrerai l'émission sur Donald Trump aujourd'hui, je serai encore plus vache et encore moins sujet à peut-être que, etc. On a vu quoi. Et le truc c'est que c'est difficile de parler des gens qu'on n'aime pas, ou surtout, ou pire, parce qu'en fait on a parlé de gens qu'on n'aimait pas, genre les émissions sur Shinzo Abe, il n'y a pas de souci, alors que Shinzo Abe, moi je l'aime même pas du tout. Je l'aime pas du tout. Mais c'est surtout, c'est encore plus difficile de parler des gens qu'on estime dangereux, et qu'il faut quand même en parler tout en restant derrière le bouclier, quoi. Enfin, derrière le... Restons polis. Voilà, derrière ça. Et malgré tout, il faut quand même en parler, parce que si on ne parle pas de Marine Le Pen, on ne parle pas d'une bonne partie de l'électorat français, et c'est compliqué. Et on n'a jamais réussi à trouver... Et d'ailleurs, on ne l'a jamais refait, c'est pour ça. Mais on n'a pas trouvé la formule, pour le coup, pour parler de l'extrême droite. Ouais, c'est effectivement parler tu l'as dit, parler des gens qu'on n'aime pas. Moi, il y a aussi parler globalement des gens dont la carrière politique n'est pas terminée. C'est quelque chose qui est hyper compliqué parce que, par exemple, je pense à Cortez, je pense à Édouard Philippe aussi, qui en plus, on l'a enregistré juste avant la pandémie, où il a pris une importance complètement délirante. Donc c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Il y a les hors-séries de fin d'année, de la première année, de hors-série Noël, on aurait pu se passer, je pense. Ils ont pas fait de mal. C'est des hors-séries. C'est des hors-séries. Les hors-séries, vraiment, j'ai une tolérance assez élevée là-dessus parce que c'est des hors-séries et tout le monde sait très bien que les épisodes spéciaux de Noël sont jamais bons. Donc, c'est très vrai. Ouais. Surtout dans Doctor Who. Allez. Je fais polémique. Ça dépend lesquels. Mais il y avait ça. Et puis en fait, on a eu toute une phase un peu d'ajustement avec le Covid qui n'a pas été simple. Pour personne. Pour personne. Quand on voit le nombre de podcasts qui ont arrêté ou qui tout simplement ont du mal à reprendre. Ça va. En fait, l'avantage de Restons Polis, c'est que le faire à distance, c'est pas très compliqué. Vraiment. C'est clair. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'on est. D'ailleurs, ça se sent. On fait des pauses, on laisse l'autre parler, on ne veut surtout pas interrompre. Mais non, ça se fait. Restons Polis, ça va. Ouais. Là, nous, on était un peu un kebab. La pandémie, ça nous a touché un peu, mais pas tant que ça, parce que les gens venaient quand même. Alors, sur quoi on a été moyen ? Moyen, je sais pas. Je trouve que c'est une bonne question. Sur quoi on a été ni bon ni mauvais. On a été. Honnêtement, j'ai pas d'idée. Moi, c'est la Constitution. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pas un sujet évident. C'est pas un sujet évident. Et en même temps, on l'a fait. Il fallait le faire. Ouais. Alors, pourtant, moi, j'ai trouvé ça... alors dur. Pas forcément la préparation. Il fallait avoir l'envie de se fader le texte. Parce que moi, en fait, à la base, j'étais hyper enthousiaste de le faire. Et en fait, quand on l'a fait, j'étais... Oh putain, quelle horreur. Quelle horreur, parce qu'en fait, à monter, il fallait que je fasse le minutage des articles. Et là, je me suis dit, non, mais plus jamais je fais ça.
Tu veux passer une 6ème République ? Pourquoi pas, mais voilà, je me suis dit, putain, le minutage de tous les articles, c'était ambitieux. Mais je trouve ça chouette parce que revenir à la base de chez la base, c'était l'objectif et là, pour le coup, c'est fait. Oui, après, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais surtout, analyser la Constitution, c'est déjà se faire... En fait, ce qui est très drôle, avec la... Très drôle, façon de parler, avec la Constitution, c'est que quand tu la lis, et c'est assez vite, ça permet de te déterminer dans un espace droite-gauche. C'est-à-dire, si tu as un regard critique, t'es plutôt de gauche, si tu as un regard plutôt bienveillant, t'es plutôt de droite. Parce que c'est vraiment une façon d'envisager. La Constitution, elle a été écrite par Charles de Gaulle en 58, enfin pas par Charles de Gaulle, mais pour Charles de Gaulle en 58, et c'est une Constitution de droite dans une manière très verticale. Très chef, oui. Voilà. Et le truc, c'est que au bout d'un moment, ça permet de se situer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de se rendre compte quand tu lis la Constitution. Si tu dois retenir qu'un truc de la Constitution française, c'est vraiment la faiblesse du Parlement qui est organisé, et que aujourd'hui. T'adresser à un député, tu dois quand même avoir ce contexte-là en tête, quoi. C'est compliqué, quoi. Et voilà, on l'a encore vu là, il y a pas longtemps sur la déconjugalisation des allocations handicapées, enfin des aides pour le handicap, où les députés se sont fait marcher dessus en toute légalité. Voilà, et qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Et ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors effectivement, l'émission, elle est plutôt moyenne, en quelque sorte, parce que, c'est sûr, hein, j'ai pas Jojo, mais dans ces cas-là, ça veut dire que l'émission sur les sénatoriales, elle est pas Jojo non plus. Mais alors que, honnêtement, et là, c'est sans ironie aucune, moi, j'ai pris un pied à la faire, l'émission sur les sénatoriales, parce que c'est une élection où tout le monde se fout, encore plus que les régionales, encore plus que les départementales. Mais moi, franchement, je pourrais faire une émission complète sur analyser des cartes électorales. Et surtout, c'est parce que, comme tout le monde s'en fout, et que c'est vrai que le sujet n'est pas passionnant, mais malgré tout, c'est de dire, allez, s'il te plaît, on prend un quart d'heure, on prend 20 minutes, allez, promets. Après, je te montre une photo de chat, un chaton, etc. On va manger une pizza, je te paye le Uber Eats, tout ce que tu veux. C'était un peu ça, restons polis. Mais... En vrai, voilà. Mais voilà, et c'est pour en revenir à l'émission, c'est vrai que c'était un peu ça. C'est le côté un quart d'heure, c'est bien. C'est allez, on te prend qu'un quart d'heure, on te prend que 20 minutes. Je sais que t'as pas forcément envie d'écouter ça, mais les sénatoriales, pour moi, s'il y a au moins une ou deux personnes qui savent maintenant à peu près, parce que même moi je sais pas exactement comment fonctionnent les sénatoriales, tu me dis dans la Manche, je suis incapable de te dire si c'est un scrutin proportionnel ou majoritaire, parce que ça dépend du nombre de sénateurs, mais voilà, c'est intéressant, et c'est même limite plus intéressant que ces régionales, parce que les sénatoriales, il y a eu des changements, c'est-à-dire qu'il y a eu les Verts qui sont arrivés, etc., et les régionales, c'est tous les présidents sortants ont été renouvelés. Statu quo. Ça n'a servi à rien. Quasiment. À part la Bretagne et la Réunion. La Bretagne, ça n'a pas changé. Non, mais en Bretagne, il n'y a pas de majorité. Oui. Donc on sait pas exactement comment ça va se passer. Mais, et encore en Bretagne, voilà, le changement est mineur. Mais même les sénatoriales, voilà, qui n'est pas franchement une émission dont on se moquait, mais moi j'adorais cette histoire derrière, on a fait sénatorial, trop fun. Voilà, c'est une émission moyenne, mais c'est une émission... J'avais envie qu'elle soit moyenne, parce qu'elle pouvait pas être mieux, en fait. Non, effectivement, pas être et c'est le fait de pouvoir faire ça, mais c'est con à dire, mais moi, c'était un de mes kiffs. Hein. Ah oui, alors, toi, sur tous les trucs hyper, comment dire, institutionnels, tu prenais un pied monstre. Mais en fait, le truc, c'est que, à la limite, je comprends que ça fait chier les gens. Je leur dis, laissez-moi me taper ça, et laissez-moi parler, laissez-moi vous écouter, vous expliquer. Vous aurez pas à le faire, je le fais pour vous. Et je peux rendre ça fun. Il y a moyen de rendre ça un minimum fun. Parce que dire, ah là là, est-ce que Bruno Retailleau va être réélu dans les Pays de la Loire ? Oui, mais bien sûr qu'il va être réélu. Ouais. Mais là, derrière, tu parles du fait que le mode d'élection est pas bon, que ce genre de nanti, enfin, pas de nanti, mais de, comment on appelle ça, de baron local, on va dire. Baron local, en quelque sorte, c'est scandaleux, etc. Et le fait d'aborder ça sur la fin de la blague, derrière, c'est pas qu'une blague, c'est de dire, non mais rendez-vous compte, il a vraiment été réélu, hein, et par, je sais pas combien des grands électeurs, mais pas beaucoup. Ouais, non, mais c'est sûr. En fait, ouais, c'est ça qui aussi le bien fondé de Restons Polis. C'est effectivement de se dire, bon bah tiens, tu vas peut-être tomber par hasard sur un truc sur les régionales ou je sais pas, le Conseil d'État. C'est vachement important le Conseil d'État. Et pourtant, c'est vachement important. Et tu ressors de là, t'es là, ah ouais, quand même. Tu sais que le Conseil d'État aujourd'hui, et là, tiens, je refais Restons Polis, il a interdit la chasse à la glu. Ah, je savais pas, tiens. J'ai eu la notif Le Monde.
Ah. C'est toute la différence entre les notifs Le Monde et Le Figaro. Quand t'as les notifs Le Figaro, t'as un truc sur la cancel culture et les woke, et sur Le Monde, au fait, le Conseil d'État, il a fait ça. Je déteste le mec qui fait les pushs du Figaro. Parce que j'ai vu que le Conseil d'État avait retoqué l'application de la réforme du chômage. Voilà. Il l'a pas retoqué, il l'a ajourné. Voilà, mais en vrai, ils sont pris une branlée. Hein. Ce que j'adore, parce qu'en fait, l'idée, là, voilà, on va dépioter la décision du Conseil d'État en 2 minutes. C'est que, en gros, ils ont dit, oui, alors, le Conseil d'État a dit pas tout de suite, mais il n'a pas condamné sur le fond. Bah oui, totote, ils n'ont pas posé la question sur le fond, c'était une décision en urgence. Et en urgence, ils se prononcent pas sur le fond, ils se prononcent sur est-ce que ça peut rentrer en vigueur maintenant. Et ils ont dit, le même fait, non, c'est pas possible. Wesh frère, non, ça passe pas, quoi. C'est vraiment ça. Mais la décision, il faut imaginer vraiment le Conseil d'État qui pointe son doigt et qui fait, mais non. Mais non, tu sais, c'est une référence à 2 heures de perdu, mais non, quoi. C'est genre, c'est non. Non, c'est non. Et alors qu'en fait, ils se sont pris une branlée, parce que c'est pas la première fois. C'est la 2e fois que le Conseil d'État fait ça. Je dis, je comprends que ce soit pas votre kiff, moi c'est mon kiff. Sur la première, c'était quoi ? C'est la même chose. Pas assez défini, trop. En gros, ils ont jugé que c'était trop dangereux pour que ça rentre en. Rendez-vous compte, quoi. Le Conseil d'État, hein, c'est pas. C'est pas Joel Rigolo. Voilà, c'est pas le conseil départemental de la France Insoumise qui a décidé de dire Macron, il est méchant. C'est le Conseil d'État, c'est-à-dire des mecs qui sont mis en place, etc. Écoutez l'épisode sur le Conseil d'État. Exactement, tout à fait. Alors, et on arrive sur la 3e question un peu dans le même goût. Elles sont les 15 minutes où est-ce qu'on a été bon ? Bon, alors, je pense que c'est avant tout le travail de toute une équipe. Non, mais c'est compliqué de dire où on a été bon, quoi. Je sais pas, moi, sur le concordage, j'ai bien aimé, en tout cas, l'affaire. Moi, j'ai bien aimé toute l'émission, en général, en dehors de celles que j'ai citées sur les extrêmes, etc. Ouais. Je trouve qu'il y avait... En fait, ça paraît con à dire, ça fait genre, on a fait vraiment une super émission. Non, mais c'est vrai, en fait. Il y a peu d'émissions où on s'est pas dit, bon, bah là... Il y en a eu une fois, on l'a refait. On a fait 2 fois. Il y a 2 émissions qu'on avait refait. Ouais. Je crois que pour Macron, on l'avait réenregistré. Ouais. Je crois. Oui, parce qu'on était un peu trop flagorneur, je trouve. Ouais. C'est bizarre, ça nous ressemble pas, mais oui, en fait, on avait été trop. C'est comme si on avait peur du président, quoi. On est français. Hein. Mais il y en a eu une autre aussi où en fait. Alors, c'était pas qu'elle était pas bien, c'est qu'on n'était pas raccord sur la façon d'aborder la thématique. Je sais plus laquelle c'est. Je sais plus. Mais toi, t'étais parti dans une direction, moi dans une autre. Et au final, l'émission avait... C'était une sorte de gâteau, chocolat-fraise, de chocolat-fraise avec une partie chocolat et une partie fraise qui est pas trop mauvaise, mais l'ensemble, ça fait un gâteau au chocolat et à la fraise, quoi. Donc, c'est ça. Et on l'avait refait, mais en dehors de ça... Non, je pense que... en vrai, mais c'est compliqué de dire l'émission, elle est bien. Mais oui, pour moi, l'émission, elle est bien. Alors, pour moi, par exemple, il y avait... quand on a décidé de faire les mouvements politiques, je trouve que c'était une bonne idée. Oui. Ah oui, le libéralisme, le social... Oui, c'est ça. Moi, j'en avais besoin. Hein. Ah oui ? Ouais, vraiment. Je savais ce que c'était, si tu veux, mais ça fait du bien, quoi, de revenir un peu à ça. C'est un peu comme quand, tu vois, quand il y a Crash Bandicoot 4 qui sort, et tu te dis, je vais refaire Crash Bandicoot 2, et tu t'aperçois que t'es devenu nul à Crash Bandicoot 2. Tu connais les principes, tu connais les trucs, mais quand tu rentres dans les détails, tu sais plus où sont planqués les diamants de couleur et compagnie, quoi. Je suis désolé de faire une métaphore jeu vidéo, mais je pense qu'elle est à peu près claire, quoi. Mais c'est revenir à la base. Et il y avait ce truc-là. Il y avait le Concordat, on l'a cité, et aussi l'Observatoire de la laïcité. J'étais très content de le faire. Bah oui, surtout que maintenant il est mort. Donc, Alors, fun fact sur l'Observatoire de la laïcité, je sais pas si t'as vu ça. Ils ont donc les anciens membres de l'Observatoire. Alors en gros, l'Observatoire de la laïcité a été dissous parce que vous vous souvenez, ceux qu'on a pris, les extrêmes centristes, là, les laïcards extrémistes, ont eu sa peau parce que le Conseil de la laïcité ? L'Observatoire de la laïcité était pas assez dur pour eux. Grosso modo, ils disaient pas assez que oh là là, c'est pas bien de faire ça ou franchement les musulmans, quoi. On en est là. Moi, j'ai aucun filtre là-dessus. Je considère que ces gens sont un danger pour la France. Donc voilà, je vais être très clair là-dessus. Donc bref, les laïcards extrémistes qui sont donc Marlène Schiappa, comment il s'appelle, Jean-Michel Blanquer, Castex, je sais pas trop. C'est lui qui l'a dissous d'un trait de plume. Oui, non, mais Castex, il fait ce qu'on lui demande, hein, si tu veux. Et Macron, si tu veux. Ouais, oui, bref. En tout cas, ils ont obtenu, voilà, ces deux-là ont chouiné, et Darmanin, voilà. Et ils ont dit, voilà, non, c'est pas possible, on veut mettre des gens à nous. Et derrière tout ça, t'as des mouvements, t'as Caroline Fourest, t'as le Printemps républicain et compagnie. Et donc, ils ont mis en place, je ne sais pas trop, un espèce de truc, de machin qui servira jamais à rien. Et du coup, il y a eu une association qui est la Vigie de la laïcité, qui a été fondée par les anciens de l'Observatoire de la laïcité. Et dans les signataires,
il y a le père de Marlène Schiappa. Qui est en conflit avec elle sur la laïcité, je crois. Voilà, bon, ils s'entendent très bien, parce que c'est la ça, famille. Oui, mais je crois qu'ils sont en conflit sur le thème, ouvertement sur le thème de la laïcité. Donc voilà, et c'est très intéressant à regarder, parce que ça m'a rappelé, je suis désolé, là, je vais revenir aux États-Unis, mais ça m'a rappelé l'une des conseillères de Trump, dont le mari était un des plus grands opposants à l'intérieur du parti conservateur, du parti républicain de Trump. C'était les Conway. Et du coup, il se passait, c'est qu'ils ont eu une fille et ça se finit assez tragiquement puisque les deux se sont mis en retrait parce qu'en gros, leur fille de 16 ans allait pas bien du tout à cause de ça. En plus, j'imagine deux personnalités ultra médiatiques, la campagne, voilà, donc bref. Ouais. Mais voilà, je sais plus pourquoi on en était sur l'observatoire de laïcité, mais voilà. En fait, je disais que on avait été bon. Alors après, même si on savait, quand on l'a enregistré, on savait que ça allait mourir. On n'était pas sûr. Ouais, enfin. Moi, j'y croyais pas. Je vais te dire, j'y croyais pas. Je pensais pas qu'ils allaient réussir à aller jusque-là. Mais parce que pour moi, il y a eu l'histoire de l'islamo-gauchisme, etc. C'était allé assez loin. Et je m'étais dit, ils vont peut-être pas s'emmerder à aller jusque-là. Et je pense qu'en réalité, la poutre travaille, quoi. En gros, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont tellement poussé que ça a fini. Mais je pensais pas qu'ils allaient aller jusque-là. Et au moment où ça s'est fait, vraiment, j'étais vraiment très en colère. C'était sale, hein, c'était pas... Ah oui, non, mais c'est sale, etc. Et heureusement, les membres qui la composent sont partis assez dignement, on va dire. Très dignement même. Mais moi, ça a été vraiment un point de rupture et qui pourtant passe sur une question très populaire, etc. Et c'est vrai que l'émission sur l'Observatoire de la laïcité, du coup, moi, je pense que oui, si on devait diffuser une seule émission, je pense que ça serait celle-là, en fait. Enfin, pas qu'une. Peut-être avec le Concordat, ils sont très... Ouais, voilà, vraiment, dans le top 3. Ouais, effectivement, je pense qu'elles sont dans le top. Parce qu'elles reflètent un peu... En fait, quand t'es neutre, tu peux évidemment pas prendre parti, mais le fait de choisir ce sujet était clairement pas neutre, et c'était la meilleure façon qu'on avait, on pouvait pas aller plus loin. Non, tout en restant factuel. C'est ça, il y a le truc principal de cette émission, sur l'Observatoire de la laïcité, c'est l'intérêt général. Et là, c'était la meilleure manière de rendre hommage à ce truc-là qui allait crever. Ouais, pour vous dire, je pense que s'il y avait eu des numéros suivants, moi j'aurais fait le forcing pour qu'on parle des professions de foi. Oui. Parce que le fait qu'on ait pas reçu les professions de foi, alors on en a parlé, il y a eu des débats, enfin il n'y a pas eu des débats, mais il y a eu des questions très fortes, des convocations, etc. Mais moi je pense qu'on n'en a pas assez fait, je pense que c'est un vrai scandale national. Je pense que depuis, honnêtement, la gestion de la pandémie, je pense que c'est un vrai scandale. Parce qu'on a un double scandale. Un, le fait que ça soit privatisé et que la société n'a pas fait son travail, et qu'en plus, parce que la propagande électorale, faut arrêter de déconner avec ça, l'abstention, c'est aussi ça, parce que quand tu reçois pas les professions de foi, tu sais pas qu'il y a une élection, tu sais pas qui y a, tu connais pas les gens, tu vois pas leur tête. Tu votes en aveugle si tu votes. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que ça a permis de montrer un truc, c'est que Gérald Darmanin était candidat, c'est-à-dire que l'organisateur du scrutin était candidat à l'élection qu'il organise, et il se permettait en tant qu'organisateur, en plus d'envoyer des polémiques sur Audrey Pulvar, candidate à Paris. Et là, on avait vraiment un mélange des genres, mais que c'est incroyable. Enfin, je veux dire, moi, j'en étais estomaqué. Je veux dire, Gérald Darmanin, j'avais pas déjà beaucoup de sympathie pour lui en tant qu'homme politique. Là, pour moi, on est face à un incapable de niveau 99. Hein. Alors, je parle même pas de ses propos sur la drogue, etc. Mais Gérald Darmanin, putain, incroyable, quoi. Le culot de ce mec, c'est quand même dingue. Hein. Moi, cette affaire-là, justement, me renforce dans l'idée qu'un gouvernement ne doit pas se mêler de politique politicienne. Jamais. Il y a 5 ministres n'ont rien à faire dans une élection, qu'elle soit départementale ou autre. Vraiment, le boulot d'un gouvernement, c'est d'exécuter les lois. Ils peuvent en proposer, ça, il n'y a pas de souci, mais ils exécutent. Ils n'ont rien à faire sur aller chasser des sièges. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on montrait dans cette émission, parce que quand on a fait un truc sur le ministère de l'Intérieur, on n'a pas parlé de Gérald Darmanin. Et je sais qu'on a eu des commentaires là-dessus via Twitter, mais moi je maintiens qu'on a bien fait, en fait, de ne pas en parler. Parce que, en fait, ce ministère est plus grand que ce monsieur, en fait. Et du coup, et surtout, le ministère, on l'a dit, hein, les ministres ont la poussière sur les meubles, hein, au final, puisqu'ils passent et il y en a d'autres qui viennent. Mais oui, voilà, faire de l'institutionnel, c'est aussi revenir au sérieux. Je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est dans le slogan, en fait, c'est de dire les politiques, politiciennes, etc. Par exemple, sur les professions de foi, je reviens à ça, on peut parler du scandale que sont la non-distribution des professions de foi sans parler de Gérald Darmanin. Se dire, voilà, ok, c'est lui le responsable, mais voilà, en quoi c'est un scandale, et du coup, c'est quoi une profession de foi exactement, et voilà. Et moi, je sais que c'est déjà arrivé, par exemple, dans cette élection, là, j'ai pas reçu les professions de foi des régionales, j'étais les lire chez un ami, ça a pas fait changer mon vote définitivement, mais ça
ça m'a convaincu de faire ce que j'avais envie de faire, en fait. Vraiment, hein, pour le coup. C'est rare que les professions de foi m'influencent à ce point, mais là, pour le coup, je suis allé voter convaincu, quoi, on va dire, de ce que j'allais faire. Et alors, c'est marrant sur ces sujets non faits. Moi, j'aurais bien voulu aussi faire un sujet sur c'est quoi être militant. Parce que moi, je pense, parfois, j'ai pu me moquer dans le privé ou peut-être même en public de gens qui tractent pour des candidats qui ne seront jamais élus. Mais je tiens quand même à saluer le courage de ces gens qui croient en leurs idées, qui vont tracter, qui sont à toutes les manifs et qui se disent ouais, peut-être qu'un jour ça va changer un truc. Et vraiment, on a fait l'émission sur Arlette Laguillet. Oui. Oui, qui était une bonne émission. Qui était une très bonne émission. Mais en fait, moi, je tiens à saluer parce que voilà, il y a quand même des gens qui se cassent le cul. Et là, pour le coup, j'ai été assesseur sur ces élections et du coup, on a pu voir que des fois, c'est hyper ingrat, quoi. Tu gagnes, super, t'as 200 voix, génial. Mais c'est des gens qui prennent sur leur temps perso, qui voient pas leur famille pour aller coller des affiches, pour aller distribuer des tracts que vous allez jeter, pour aller toquer à vos portes, se faire envoyer chier. Ça, par contre, voilà. Ça, c'est un truc que j'aime pas, par contre. De quoi ? Les gens qui vont toquer aux portes. Ah oui, non, ça c'est moi non plus, mais bon. Je considère que c'est vraiment la limite. Hein. Et je sais que j'ai un ami qui, justement, c'était là pour le contour des régionales, où ils ont profité du fait, je crois que la porte était ouverte de l'immeuble, ils ont tapé aux portes des gens et ils ont laissé des tracts quand ça répondait pas. Et lui, si tu veux, il avait 3 tracts et c'était pour les verts. Donc, avoir de la pollution au bas de chez toi, alors que c'est pour les verts, bon, voilà, la blague est un peu facile, mais voilà. Donc, mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur les gens qui s'engagent. Alors, s'ils sont convaincus, voilà, ça aide, mais oui, c'est un vrai engagement. Et ouais, ils méritent qu'on les connaisse un peu mieux, en fait. C'est vrai qu'on l'a pas fait, mais parce qu'on était beaucoup plus dans l'institutionnel et d'expliquer déjà comment ça marche. Mais je suis même pas sûr, en fait, que ces militants sachent tout. En fait, quand tu milites, au bout d'un moment, tu finis par perdre aussi le fil, en fait, de pourquoi tu fais ça, de qu'est-ce que tu fais, etc. Quand tu es toujours dans la bataille, quand tu es toujours dans le combat, au bout d'un moment, et ça se voit sur Twitter, tu perds le sens commun. Et moi, je sais que... Bon, je parle pas du mouvement de droite. Hein, mais c'est là où je fais la différence entre le militant Twitter et le militant dans la rue. Hein. Mais après, tu vois, par exemple, sur le militant Twitter, moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps d'avoir des conversations, parce que comme je tweete sur de la politique avec mon compte perso, j'ai des militants, des fois, des trucs comme ça, et j'essaie d'avoir des échanges. Alors, je suis dans le perso, donc j'ai mes opinions là-dessus, j'ai mes opinions qui sont dessus, mais en général, je pense que tu me connais un peu, c'est rare que j'aille dans le militant Twitter, quoi. Ça m'arrive, mais c'est les coups de colère, quoi. Et quand je réponds aux gens à ce niveau-là, j'ai un peu le réflexe restons polis de dire, bon, alors, on va parler sérieusement, maintenant, voilà. Et en fait, quand ces gens répondent, je m'aperçois très vite, au bout d'une ou deux réponses, qu'ils répondent pas à ce que je dis. Ils répondent à ce qu'ils pensent que j'ai écrit, ou alors à ce qu'ils voudraient que j'ai écrit, pour pouvoir répondre. Et voilà. Et ça, c'est vraiment la limite du militantisme. Et on a fait l'émission sans la faire, mais voilà, quoi. Mais après, j'ai parlé des militants aussi. On a commencé à évoquer les ministères et effectivement, on a aussi évoqué les fonctionnaires. On n'a pas fait la culture et pourtant il y en aurait des choses. Pourtant, il y aurait des choses à dire. Et effectivement, tous ces travailleurs et travailleuses de l'ombre, faut les saluer parce que ils sont éminemment politiques. Ils ont une influence sur nos vies et on ne connaît pas forcément leur nom. Les mecs qui écrivent les discours. Ouais. Les plumes. Ouais, les plumes, ouais. Il y a un syndicat des plumes. Ah ouais ? Ouais, j'ai découvert ça. Je crois que c'est le podcast Popol d'ailleurs qui avait parlé des plumes, je crois. Les plumes, bah oui. Enfin voilà. Tu avais d'autres sujets ? Eh ben non, je suis arrivé au bout. Alors la dernière question que j'aurais, c'est... Pour qui tu votes en 2022 ? Non, je n'oserais pas. C'est non, mais par contre, quel est effectivement ton regard sur la politique avant et après Restons Polis ? Elle n'a pas changé. Moi, j'ai pas changé à ce niveau-là. Ça l'a pas raffiné, ça l'a pas nuancé. En vrai, ça l'a renforcé parce que je suis plus solide sur mes bases. Là-dessus, on va dire sur les vraiment institutionnels. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai pas un avis constant sur la politique. J'essaye d'être quelqu'un qui peut changer d'avis. Alors, je change pas d'avis sur le fond, hein, je reste quelqu'un de gauche et je resterai quelqu'un de gauche parce que c'est ancré en moi et je sais quels sont les mécanismes intellectuels, idéologiques, psychologiques qui font que je suis comme ça. Et tu changeras pas le fond de quelqu'un à moins de le détruire. Ça c'est pour moi, c'est quelqu'un qui est fondamentalement réactionnaire, t'en feras pas un gauchiste, même en 40 ans. Ou alors, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose dans sa vie, quoi. Ouais. Et donc voilà, donc moi, ça m'a un peu renforcé sur mes bases et je pense que j'ai toujours la même vision de la politique. Après, je vieillis, qui fait que je change aussi d'avis
Et de vie. Et de vie également. Et non, moi, ça m'a fait... Moi, en fait, ça fait très péteux, mais j'ai vu l'exercice un peu de haut, quoi. Et je suis très content de l'avoir fait. Vraiment, je te remercie énormément de m'avoir appelé, hein, tout simplement. Parce que moi, être appelé, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive jamais, quoi. J'étais le dernier appelé en cours de sport, tu vois, ou ce genre de choses, mais ça m'arrive très rarement. Donc, voilà. Moi, j'étais content de pouvoir faire quelque chose sans être l'organisateur. Ça, c'est vraiment le truc. Mais sur la vision politique, non, je suis désolé, je sais pas si tu t'attendais à cette réponse. Non, mais on en avait déjà parlé un petit peu. J'ai vraiment pas changé à ce niveau-là. Quoi. Et toi, je sais pas, mais... Alors, moi, effectivement, ça l'a pas changé radicalement, mais comme tu as dit, je suis plus solide sur mes bases. Et alors, moi, je l'ai dit, je suis plutôt tendance anarchisante. Je suis pas anarchiste, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu mis au clair sur l'émission précédente. Mais c'est que je trouve qu'il y a une construction intellectuelle de la politique qui est intéressante. Et c'est bien de la connaître pour savoir, ok, ça je veux pas. Et effectivement, je suis peut-être plus solide sur mes bases, sur dire, on est arrivé à une telle complexité que peut-être qu'il faut revenir sur quelque chose de plus local. Ça modère beaucoup, en fait. C'est ça. C'est que moi, je suis capable de voter pour quelqu'un tout en étant en désaccord sur une partie de ses propositions. Ça m'est arrivé plein de fois aux élections de voter pour une candidate ou un candidat, alors que sur des raisons à la con, moi je me souviens... c'est pas, on va dire, il y a prescription, mais je me souviens que quand je votais pour les communistes, le Front de Gauche à l'époque, il y a eu des élections législatives, j'étais déjà à Brest, j'ai voté Europe Écologie Les Verts parce qu'en fait, la personne qui était sur la liste, je crois, pour les législatives, était une cumularde. Ah. Et du coup, moi, j'étais contre le cumul, oui. Alors que j'étais d'accord avec 90% de son... Mais pour le principe, je savais qu'il n'y avait aucune chance que les deux soient élus, hein. Mais du coup, j'étais très content d'avoir fait partie des 2,5% de mon bureau de vote qui avait voté pour la candidate, la jeune candidate écolo à l'époque. Et voilà, quoi. Et c'est aussi ça, la politique. Mais alors, le phrase bateau. Non, mais le fait justement de se pencher sur des idées, sur a priori lesquelles on n'est pas d'accord, ça permet de savoir, de savoir pourquoi on n'est pas d'accord. Et ça, c'est important. Et ça, par contre, ça peut renforcer. Parce que moi, il y a des idées sur lesquelles j'étais pas d'accord. Et une fois que j'ai étudié leur histoire, je me suis dit, je suis vraiment pas d'accord pour le coup. Ouais. Genre, vraiment, si vous plongez dans les libertariens, par exemple, moi, ça me fout dans une colère noire de regarder les libertariens, quoi. Je suis limite à me demander pourquoi ça existe, en fait. Et du coup, quand tu plonges, tu comprends d'où ça vient, etc. Machin. Mais non, c'est solide sur ses bases, ouais. Putain, ce serait bien. Solide, on en revient. Ouais, solide, oui. Bon, je sais pas si on était en ligne quand on en a parlé, je crois pas. Ah merde. Non, mais parce qu'en fait, c'était le nom prévu pour un parti de centre droit en France. Bref, c'était social libéral démocrate, je crois. Et solide, bravo. Établir tout ça. Et donc non, solide sur ses bases, c'est pas mal quand même. Pour terminer l'émission, restons polis. Le podcast qui était solide sur ses bases. On espère en tout cas. Moi j'ai rien à ajouter. Non, puis moi j'ai un chat qui commence à s'énerver. Ouais, je vais faire la phase de remerciement. Je suis désolé si j'en oublie. Je vais mettre un morceau de violon. Ah là là. Non. Je remercie donc Melville, Fanny, Claire, Gilda, Suzy Q, Simon, Benj Magie, Jérôme France, Sophie, Cécile Duflo. Oui, qui nous a eu la gentillesse de nous envoyer un petit message pour nous remercier et merci à vous. Blaise, JB et Louisa. J'espère que je n'oublie personne. Merci évidemment PodCloud, merci YouPod et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et dont vous faites partie. Merci beaucoup. Merci. C'était Restons Polis, Adrien Bibard, Nemo Taku. Oui. À une prochaine sur les internets. On te retrouve toi dans Swing State. Donc Swing State qui va continuer une fois par mois. Là, on fait le prochain numéro sur la Cour suprême des États-Unis. On va revenir. Cool. On va pas faire l'actualité de juin là pour le coup parce que on va dire qu'il y a beaucoup de choses en stand-by en fait. Enfin pas en stand-by mais il y a beaucoup de négociations en cours en ce moment au niveau de la politique américaine. Donc on attendra septembre pour attendre que ça se décante. Surtout que le Congrès va entrer en vacances. Et là on va faire vraiment la Cour suprême parce que on peut pas y échapper. Et je vais continuer à écrire pour le coup. Ça sera par écrit. Donc ce sera nemo.restonspolis.com. Donc ce sera mon blog politique, ce qui fait que je vais garder le nom de domaine, même si on l'abandonne au bout d'un... Enfin, même si je reprendrai le serveur, quoi. Et donc je vais essayer de continuer à écrire là-dessus, mais alors là vous attendez vraiment pas à du Restons Polis. Voilà. C'est ça, mais je vais essayer de continuer à écrire sur la politique parce que ça fait très longtemps que j'ai pas blogué et ça reste pas mal quand même comme format d'expression. Merci à toi Nemo, c'était vraiment un plaisir. Ouais, alors on se serre pas la main parce que les gestes barrières, mais c'est pas l'envie qui manque, c'était vraiment cool de t'avoir et voilà, on s'en fout. Allez. Olivier Véran, on a foutu du Covid. Non, faites pas ça surtout, putain. On va se faire ban. J'ai l'hydroalcoolique, tout ça. Merci à vous, c'était Restons Polis, à une prochaine sur les internets. Voilà, salut.